Vous êtes sur RTI 1, c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Il s'est tenu une réunion du Conseil national de sécurité et de nouvelles dispositions dans la lutte contre la Covid-19 ont été évoquées. Bientôt, il sera exigé un test négatif ou la vaccination à jour avant l'accès à certains lieux publics et le pass sanitaire sera obligatoire pour les passagers. Walter Amadou Ouattara reviendra sur ses décisions au tout début de ce journal. C'est une rencontre pour dire non aux raquettes sur les routes. Le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance, le commissaire du gouvernement Ange Caissier et les acteurs du transport dans le Vivrier se sont rencontrés hier vendredi. Dans les jours à venir, il est prévu une intensification de la répression. 11 septembre 2001, 11 septembre 2021, voilà 20 ans que l'Amérique était frappée par l'un des pires attentats de son histoire. Pour la commémoration de ces 20 ans d'attentats, Joe Biden appelle à l'unité nationale. Le président américain a précisé que cet événement avait dévoilé les forces plus sombres de la nature humaine, la peur et la colère. Jeudi dernier, une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une réunion au cours de laquelle il a été, entre autres, question de l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le Conseil a décidé de prendre le taureau par les cornes et prendre de nouvelles dispositions dans la lutte contre le monstre. Nous avons décidé de revenir sur ces décisions du Conseil national de sécurité. C'est avec Walter Amadou Ouattara. La situation de la pandémie à coronavirus est préoccupante. À la date du mercredi 8 septembre 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 57 293 cas confirmés de Covid-19, dont 55 165 guéris, 488 décès et 1640 cas actifs. Une réunion du Conseil national de sécurité, CNS, s'est tenue le jeudi 9 septembre 2021. La séance a été présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Il ressort de cette rencontre de grandes décisions, au nombre desquelles la validation de la mixité vaccinale, ce qui permet aux personnes ayant reçu la première dose du vaccin AstraZeneca de recevoir pour la seconde dose le vaccin Pfizer. Le rappel du strict respect des mesures barrières, notant par ailleurs que la vaccination demeure à l'heure actuelle un moyen de contrôler efficacement l'épidémie. À cet effet, les mesures suivantes sont annoncées. Le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation sur la vaccination avant le 15 octobre 2021. La réduction de 5 à 3 jours à partir de la date de prélèvement du délai de validité des tests PCR pour les passagers arrivant en Côte d'Ivoire par voie aérienne dès le lundi 13 septembre prochain. L'adoption à compter du lundi 20 septembre 2021 du pass sanitaire à QR code pour les voyageurs en vue de réduire les fraudes sur les attestations de tests PCR et les carnets de vaccination. Ce n'est pas tout. En fonction de l'évolution future de l'épidémie dans notre pays, des mesures plus contraignantes seront prises, notamment l'interdiction de l'accès aux restaurants, maquis, bars, cinémas, stades, établissements hôteliers, bâtiments administratifs publics et privés, universités et grandes écoles aux personnes non vaccinées ou aux personnes ne disposant pas d'attestation de test antigénique ou PCR négatif datant de moins de 72 heures. Le président de la République a exhorté à nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner, à porter les masques dans les espaces et lieux publics ainsi que dans les transports en commun, à se laver régulièrement les mains et à respecter la distanciation physique. Enfin, le gouvernement va prendre toutes les dispositions nécessaires le plus tôt possible pour la production locale de vaccins anti-Covid-19.
Et en attendant que ce virus soit définitivement neutralisé, il continue son chemin, il continue de tout bouleverser. En raison de la situation sanitaire actuelle dans le monde et en Côte d'Ivoire, nous vous informons que le gala de la Fondation Children of Africa est reporté au vendredi 11 mars 2022. Cette décision a été motivée pour préserver la santé de tous. Nous espérons que cette nouvelle date vous conviendra. Les équipes de la Fondation restent mobilisées pour mener à bien les nombreuses actions en faveur des enfants d'Afrique. Toutes les réservations et contributions effectuées restent valables pour le prochain gala. Merci donc pour votre compréhension et votre indéfectible soutien. On va à présent compter nos malades et nos morts. C'est notre page noire quotidienne. C'est la page coronavirus. Cette page, nous souhaitons la refermer au plus vite. L'épisode Covid n'a que trop duré. Hier encore, le virus a touché 174 personnes et en a tué 3 en Côte d'Ivoire, ce qui fait un total de 495 décès pour 57 598 cas confirmés. Pour en finir, il nous faut redoubler d'efforts, ne pas s'affranchir des gestes barrières et surtout aller se faire vacciner au plus vite. Les sites de vaccination pour cela donc se multiplient pour vous dans tout le district d'Abidjan. De 62, on est à plus de 180 sites aujourd'hui et nombreux sont ceux qui ont compris la nécessité de se faire vacciner si on veut bien sûr arriver à freiner cette maladie. Là-bas à Bobo, le centre de vaccination ne désemplit pas du tout. On suit le constat de Didier Nguessan. Rond-point de la gendarmerie d'Abobo, transformé en vaccinodrome. Ici, 1000 personnes en moyenne par jour reçoivent le vaccin anti-Covid. Une initiative qui découle de la campagne d'intensification vaccinale éclatée de 15 jours dans le district d'Abidjan. C'est juste pour vous informer que la vaccination est une très bonne chose. Donc nous devons tous la faire. Le district sanitaire Abobo-Est enregistre par jour près de 2000 personnes vaccinées. Un engouement qui réjouit le directeur départemental. Nous avons identifié les hauts lieux de transit des populations. Et nous savons qu'au niveau de la commune d'Abobo, le rond-point de la gendarmerie constitue vraiment un lieu de passage de notre population, que ce soit la population d'Abobo, mais la population aussi de toutes les communes environnantes. Nous avons encore 2 autres sites. Nous avons un site au niveau de Banco, du rond-point de Banco, et nous avons un site au niveau du dépôt neuf. Démarré le 27 août dernier, la campagne éclatée de vaccination prend fin le 10 septembre. Toutefois, les sites habituels de vaccination restent ouverts pour les candidats au vaccin. Et dans cette lutte contre le virus Covid, le personnel soignant est à saluer parce qu'en première ligne dans ce combat difficile. Heureusement, d'autres se préparent à les rejoindre. La 5e promotion des étudiants de l'INFAS à Bengourou vient d'effectuer sa rentrée académique 2021-2022, une cérémonie marquée par le port de la blouse blanche. Depuis à Bengourou, le reportage de Jean-Marc Djedji. Ambiance conviviale au stade municipal d'Abengourou. C'est la rentrée solennelle de la 5e promotion des étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS de la dite localité. Le respect du code de déontologie et le savoir-être sont primordiaux dans l'exercice des agents de santé. Un message divulgué aux étudiants de cette nouvelle promotion par Sophie Conan, chef d'antenne. Cette rentrée académique enregistre plus de 700 étudiants qui vont bientôt intégrer le corps médical. La cérémonie de port de blouse permet de dire aux étudiants que vous entrez dans une famille particulière. Cette famille, c'est une famille où le don de soi, le sacerdoce, tout ça, ce sont les qualités que vous devez développer tout au long de votre parcours, mais surtout que vous allez appliquer lorsque vous serez des professionnels de santé. Devenue une tradition au sein des différentes antennes locales de l'INFAS, la cérémonie de port de blouse symbolise le point de départ des 3 années de formation de ces futurs agents de la santé publique.
On referme ici le chapitre santé de ce 13h et je vous emmène à la primature au plateau. La primature au Patrick Hachi a accordé hier une audience au ministre d'État, ministre chargé des Affaires africaines des Émirats arabes unis. Le séjour du Cheikh à Abidjan s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Jean-Luc Bango. La visite du Cheikh Chakbout bin Nahyan Moubarak Al Nahyan, ministre d'État chargé des affaires africaines des Émirats arabes unis, s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Des relations établies depuis les années 90. Avec le premier ministre ivoirien Patrick Hachi, le Cheikh Nahyan Moubarak Al Nahyan s'est félicité de la bonne tenue de ces relations et envisagé d'autres domaines de coopération possibles entre les deux pays. Nous avons échangé sur la nécessité de consolider les relations entre les Émirats arabes unis et la Côte d'Ivoire et surtout d'établir un partenariat gagnant-gagnant pour nos parents, nos populations, n'est-ce pas, des Émirats arabes unis ainsi que nos populations de la Côte d'Ivoire. Nous attendons dans un avenir proche à établir donc des négociations entre nos deux pays afin de déboucher sur des projets concrets qui seront donc, je dirais, utiles pour nos deux peuples. Avant la primature, le Cheikh Nahyan Moubarak Al Nahyan s'est entretenu avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Kobena Kwasi Adjoumani a présenté à la délégation les atouts de l'agriculture ivoirienne et les raisons d'y investir. Le ministre nous a ouvert la voie pour vraiment aller d'abord aux Émirats, discuter avec les opérateurs qui veulent investir en Côte d'Ivoire, présenter tous nos projets. La Côte d'Ivoire doit être une plaque tournante à partir de laquelle nous allons transformer nos produits au niveau local et les exporter dans les autres pays. La Côte d'Ivoire entend ouvrir un bureau du Conseil Café Cacao aux Émirats arabes unis et faire de ce pays le centre de sa politique agricole au Moyen-Orient et en Asie. Le ministre du Tourisme, qui a également pris part à ces échanges, a levé un coin de voile sur les prochains chantiers d'investissement émiratis dans le secteur touristique ivoirien. On va maintenant évoquer ce qui apparaît comme un véritable fléau dans notre société. Les grossesses en milieu scolaire, les effets psychologiques, la marginalisation, la déperdition scolaire, les décès liés aux complications de la grossesse et de l'accouchement, les infractions dues aux avortements clandestins. Les risques, vous le voyez, liés aux grossesses précoces sont multiples. Et pourtant, rien que dans le Gontogo, on a dénombré l'année dernière plus de 400 grossesses de jeunes élèves. Il fallait réagir. Et la réaction s'est faite. Pour pallier la situation, des espaces d'échange et de conseils sont initiés. On les appelle les espaces sûrs. Gros plan donc sur ces espaces et leur impact. Et c'est un reportage signé Eric Gorebi. Ambiance détendue et bon enfant. Nous sommes dans une salle de classe du lycée municipal de Tanda. Roselyne Kamélan, enseignante et mentor, anime la causerie. Ce matin, nous allons parler des mariages précoces et de leurs conséquences. D'accord? Selon vous, qu'est-ce qu'un mariage précoce? Un mariage précoce est un mariage qui intervient avant l'âge de 18 ans. Très bien, Manuel. Ce cadre d'échange, de confidence et de convivialité est appelé espace sûr. En tant que mentor, nous avons pour mission d'organiser les groupes, animer les différentes sessions et surtout être un modèle, une amie, une conseillère et une confidente pour les jeunes filles. Les espaces sûrs visent à lutter contre les grossesses en milieu scolaire et aident les jeunes à aller au bout de leur cursus. Le but même du projet, c'était de maintenir la jeune fille en vie et à l'école jusqu'en 3e. Parce qu'on constatait beaucoup d'avortements qui entraînaient la mort de ces jeunes filles, l'abandon des études dues aux grossesses, ainsi de suite. L'animation des espaces sûrs a été instaurée dans la région du Gontogo au début
de l'année scolaire 2019-2020. Dans la région ici, les filles ne dépassent pas le cap du BEPC. Voilà. Une fois qu'elles ont le BEPC, même souvent, à partir de la 4e, on les retire de l'école. Les mentors assurent l'encadrement des filles dont l'âge varie entre 13 et 17 ans. Il y a des sujets qui sont considérés comme tabous, mais avec nous, elles ont la possibilité de s'approcher, de s'ouvrir. J'ai entendu dire qu'il y a une jeune fille de votre âge, à cause de téléphone, elle a couché avec les garçons, c'est-à-dire elle est allée de garçon en homme. Finalement, elle a attrapé une maladie qui l'a conduite à la mort. Donc vous voyez, ce sont des choses à éviter. Dans la région du Gontougo, 46 mentors ont été formés sur les différentes thématiques liées aux compétences de vie. Chaque mentor dispose de 2 espaces sûrs pour une 60aine de filles. Elles sont à leur écoute, leur apportent conseils et orientation. Lorsque nous venions aux espaces sûrs, nous apprenons comment vivre entre parents à la maison. Nous apprenons aussi comment éviter les grossesses précoces et nous abordons un sujet pour communiquer entre nous. Pour susciter l'intérêt des filles et créer l'engouement autour des espaces sûrs, un volet appui alimentaire y a été associé. Nous avons mené une lutte contre les grossesses en milieu scolaire pendant 5 ans. Cette lutte-là nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et ça nous a même permis de faire des petites enquêtes localisées. On a demandé aux filles quelles étaient les raisons qui font de leur vulnérabilité. Le repas de midi a constitué pour les filles une des raisons. Parce que nous avions proposé entrepayer leur transport, leur donner un kit hygiénique chaque fin du mois et donner un repas de midi. En tout cas, quand on a dépouillé le petit questionnaire, celles qui avaient choisi le repas de midi étaient en pointe. L'une des raisons de grossesse en milieu scolaire, c'est le fait pour ces gamines d'être livrées à elles-mêmes. On est 4. On paie la maison à 5 000. La maison est très petite. On est coincé. Il n'y a pas assez de place. On est obligé de sortir, étudier au dehors. Il y a une de mes élèves qui se scolarise elle-même. Comment une fille qui est mineure peut se scolariser? Donc ça veut dire qu'elle est obligée soit de se prostituer, de se donner à des hommes. Manger, se déplacer ou encore avoir de quoi s'acheter un coton hygiénique peut s'avérer problématique. C'est vrai, on leur enseigne des valeurs, mais ne dit-on pas qu'un ventre qui a faim n'a point d'oreille? Elles ne peuvent pas, même si elles suivent, mais une fois dehors, elles préfèrent aller vers les jeunes garçons qui ont des petits métiers pour pouvoir avoir de quoi manger. Et si elles ont faim, franchement, je ne pense pas qu'on puisse avoir notre objectif, qui est 0 grossesse en milieu scolaire. En 2019, selon les chiffres officiels, la région du Gontougo a enregistré 401 cas de grossesse en milieu scolaire. Toutes ces filles qui ont été victimes de grossesse, qui n'ont pas pu continuer, on a pu quand même les réinsérer grâce à ce projet. Et je crois que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas qui ont été perdus, mais le peu que nous avons pu avoir, donc avec l'appui de M. le directeur régional, nous avons pu les réinsérer pour leur donner une seconde chance. Pendant plusieurs années, le phénomène de grossesse a été un véritable obstacle à l'épanouissement des jeunes filles. Dans notre lycée, nous pouvons dire que le bilan a été positif. Nous avons constaté que leur rendement en classe est satisfaisant. Il y a eu également la baisse du taux de grossesse. Je peux dire que les élèves apprécient réellement les espaces sûrs. Elles sont toujours présentes. Les mentors aussi, qui sont des mamans, mettent les enfants en confiance et les enfants en réclament. Dans le Gontougo, l'année scolaire 2021-2022 s'annonce avec les mêmes défis. Les espaces sûrs constituent pour l'heure un moyen efficace de lutte pour le ministère de l'Éducation nationale qui s'appuie sur le projet. Grossesse en milieu scolaire, la lutte s'accentue. Ce reportage d'Éric Goré est à revoir à volonté sur toutes nos plateformes digitales.
Il faut rendre hommage aux hommes qui le méritent, car l'hommage rend le respect. Selon ses pairs, professeur Alain Sissoko est un grand homme qui a beaucoup fait pour la criminologie en Côte d'Ivoire. Celui qui a propulsé la criminologie au devant de la scène, l'espace public, dans l'espace universitaire. Et pour cela, à l'UFR, criminologie de l'université Félix Houphouët-Boigny lui témoigne toute sa reconnaissance. Godefroy Okambawa. Après plus de 40 ans au service de l'unité de formation et de recherche de criminologie, le professeur Alain Sissoko, désormais doyen honoraire de la faculté, reçoit la reconnaissance de ses pairs. Un hommage rendu pour avoir œuvré toute sa carrière à l'émergence de cette unité, auparavant peu connue. C'est un travailleur. Comme on le dit chez nous, c'est un bosseur. Voyez-vous, dans tous les secteurs professionnels en Côte d'Ivoire, il y a des criminologues. Il y a des criminologues dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. C'est un homme qui aime le travail. C'est un homme qui s'est mis au service de la formation. C'est un homme qui s'est mis au service donc, de la criminologie en Côte d'Ivoire. Selon les témoignages de ses condisciples, l'histoire de la criminologie en Côte d'Ivoire se confond avec la vie de l'homme. De l'Institut de criminologie, devenu plus tard centre de formation et aujourd'hui unité de formation et de recherche. Un parcours singulier. Il est honteux de recevoir une distinction sur son costume que de recevoir une distinction à titre posthume. C'est un chrono de la carrière, parce que souvent le problème qu'on a ici, dans les pays africains, on fait la promotion suivant des hommes politiques, pas assez les enseignants qui font des sacrifices énormes pour la population, pour les jeunes que vous voyez. Ça fait pas de 40 ans que je suis à l'université. J'ai consacré ma vie à cette UFR. Une bonne partie de ma vie, je pense que c'est important. Je rends hommage pour tous les enseignants. Pas pour moi seul, mais cet hommage aussi revient aussi aux collaborateurs, enseignants qui sont autour de moi. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représenté par son directeur de cabinet, Kobea Arcel, a témoigné la reconnaissance de la nation à l'homme pour avoir contribué toutes ces années au rayonnement de la criminologie en Côte d'Ivoire. Créée en 1969, l'UFR de criminologie a formé des milliers de personnalités aujourd'hui au service de la nation, au nombre desquelles le parrain de la cérémonie, le général de corps d'armée, Alessandre Apalo Touré, docteur en criminologie et commandant supérieur de la gendarmerie nationale. C'était un reportage de Godefroy Okambawa. On va maintenant dire non aux raquettes sur nos routes. Le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame Bernard et les acteurs du transport de vivriers se sont concertés hier vendredi. Une rencontre qui présage d'une intensification de la répression. C'est ce que nous dit Laure Goretti. Ils étaient tous représentés au plus haut niveau pour parler des difficultés qui minent leur secteur. Transporteurs et acteurs du vivrier se sont exprimés devant le commissaire du gouvernement et le ministre de la bonne gouvernance. C'est une souffrance que nous vivons au quotidien. Nous, en tant que conducteurs, nous sommes obligés, bien obligés, de payer de l'argent à chaque barrage. À chaque coup de sifflet, nous devons donner de l'argent. Et nous ne savons pas pourquoi nous devons donner de l'argent. Nos véhicules sont en règle, on doit payer de l'argent. Les véhicules ne sont pas en règle, on doit payer de l'argent. Donc on ne sait plus. C'est des personnes qui achètent les produits du bon champ et qui viennent avec sur Abidjan la marchandise. Et s'il y a des faux frais qui sont affectés à ces différentes transactions du bon champ jusqu'à la ville. Donc voyez-vous, forcément, la dernière personne qui ira au marché faire ses provisions va vraiment sentir le coup dur. Zorobi Balo a annoncé une intensification des mesures de répression dans la lutte contre le racket qui touche ce secteur. Selon le ministre, ces mesures vont rentrer en vigueur dans quelques jours. L'augmentation du coût de la vie est liée au phénomène de la corruption et du racket. C'est ce que nous avons noté. Les transporteurs de vivriers doivent payer à différents barrages à chacune des étapes un certain nombre de sommes d'argent qui va de quelques centaines de mille à plusieurs millions de francs CFA suivant la nature et la quantité de la marchandise. Nous avons décidé, ensemble avec le commissaire du gouvernement, d'intensifier la répression de la corruption dans le domaine du transport,
avec un regard particulier sur le secteur du vivrier pour pouvoir soulager nos populations. Le commissaire du gouvernement, de son côté, a invité ces acteurs du transport et du vivrier à porter plainte devant les juridictions compétentes lorsqu'ils en sont victimes. Cette rencontre des acteurs du vivrier, des transporteurs et le ministre de la bonne gouvernance s'inscrit dans la lutte contre la corruption, une des priorités du gouvernement ivoirien qui va toucher tous les secteurs d'activité. Cette voix, vous en convenez avec moi, n'est pas celle de Laure Goretti. Son reportage a été commenté par Éric Goré du service politique de la rédaction. Allons-y à l'aéroport d'Abidjan. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui parmi les plus compétitifs d'Afrique. Il est conforme aujourd'hui donc à tous les standards internationaux pour le grand bonheur des usagers. Mais pour en arriver à cette position, il a fallu faire des efforts, notamment en matière de sécurité de la navigation. Cette semaine, le directeur général de l'aviation civile a fait le point de tout ce qui a été réalisé pour préparer le rebond de trafic à venir. C'était au micro RTI 1 de Lanciné Bakayoko. En matière de sécurité aérienne, le taux de conformité de l'aéroport d'Abidjan aux normes mondiales de l'aviation civile est passé de 42% en 2011 à 82% aujourd'hui. C'est le résultat des réformes vigoureuses engagées par l'autorité nationale de l'aviation civile. Nous avons déroulé un plan d'action. Et dans ce plan d'action, il y avait tout. Il y avait le recrutement du personnel, la qualification du personnel, l'élaboration des textes. Nous avons élaboré 300 textes réglementaires, la mise en place d'un dispositif qui permette d'améliorer la sûreté de l'aéroport. Tous ces changements positifs ont également favorisé l'augmentation du trafic passager à l'aéroport d'Abidjan. Sur les 10 dernières années, ce trafic a augmenté de 647 000 passagers à plus de 2 millions en 2019. Ce volume n'est d'ailleurs plus adapté au trafic reçu à l'aérogare. Des travaux sont donc nécessaires. Les statisticiens prévoient que nous retrouvions notre niveau de 2019 en 2023. Donc nous serons saturés. Il faut donc prendre les devants et faire des investissements. Et c'est à cela que l'État s'emploie. Il y a un programme d'extension de l'aéroport d'Abidjan. Ce programme va se réaliser et permettra de faire face à l'augmentation du trafic. À terme, tous ces travaux d'équipement devraient accroître les capacités de l'aéroport d'Abidjan à 5 millions de passagers annuellement. D'autres projets comme la certification de l'aéroport de Bouaké ou le long courrier, en l'occurrence les vols directs vers les États-Unis par la compagnie nationale, sont sur orbite. À présent, cette nouvelle que nous redoutions de toutes nos forces. Dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 septembre 2021, un hélicoptère d'attaque Mi-24 de l'armée ivoirienne en mission de reconnaissance sur la ligne frontalière nord a perdu tout contact avec la station de contrôle. Les recherches entreprises ont permis de localiser l'aéronef qui s'est écrasé à 2 km au nord de la localité de Togolokaï dans le département de Téini en République de Côte d'Ivoire. Les 5 occupants ont tous péri dans cet accident. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles des disparus et les assure du soutien de l'ensemble des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Je vous ramène dans le Gontogo, où le conseil régional vient de remettre des enveloppes d'une valeur totale de 2 millions de francs CFA à des personnes en situation d'indigence. C'était cette semaine au siège du conseil à Bondokou, une action du conseil donc qui est à sa 6e édition. Les précisions de Laure Goretti et Franck Quadio. Des dons en espèces aux personnes indigentes offerts par le conseil régional du Gontogo, choisi par les centres sociaux de la région. 23 bénéficiaires ont reçu des enveloppes qui varient entre 70 000 francs et 150 000 francs CFA. Kwasi Patrice, leur porte-parole, a traduit sa reconnaissance aux autorités du conseil régional. Pour l'année 2021, le conseil régional du Gontogo aura consacré plus de 35 millions de francs CFA pour accompagner les personnes en situation de vulnérabilité. Selon le président du conseil, cette action s'inscrit dans le cadre des activités sociales de l'institution et vise à apporter un mieux-être aux personnes vulnérables. Depuis 2016, nous sommes vraiment aux côtés de nos parents. Certains sont handicapés, parce que certains ont des enfants qui sont nés avec des malformations, c'est difficile.
Il y a des veuves parmi qui ne peuvent même pas s'occuper de leurs enfants. Et partager ces instants-là avec ses parents qui portent des handicaps, on a la chair de poule. C'est-à-dire que c'est émouvant. L'étape prochaine est la remise de prise en charge de 20 millions de francs CFA aux élèves déscolarisés de la région et à des étudiants, suivis de la remise de matériel d'entretien. Henri, on pleure. Cette dualité de la vie qui a tout son sens. Charles Konambani s'en est allé. L'ancien Premier ministre, ancien gouverneur de la BCEAO, s'est éteint des suites du coronavirus hier vendredi 10 septembre à l'hôpital américain de Neuilly, aux portes de Paris, en France. Triste nouvelle est tombée ce vendredi 10 septembre. Charles Konambani est décédé en France, où il avait été évacué pour des soins. Charles Konambani fut Premier ministre de Côte d'Ivoire de 2005 à 2007. Avant cette nomination à la tête du gouvernement ivoirien, il a occupé le poste de gouverneur de la BCEAO de 1990 à 2005. Après la crise post-électorale de 2010, il s'est vu confier le poste de président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, de 2011 à 2014. Cadre du PDCI, Charles Konambani a été candidat à l'élection présidentielle de 2015. Économiste de formation, il commence sa carrière professionnelle à la Caisse de stabilisation Caisse Stable en 1969. En tant que chargé de mission, en 1976, il entame sa carrière de banquier à la BCEAO. 10 ans plus tard, il devient le directeur national de la BCEAO. Charles Konambani est né le 11 novembre 1942 à Divou, région du Lodjibois. La Côte d'Ivoire vient ainsi de perdre un de ses valeureux fils. Encore une épreuve pour la Côte d'Ivoire, un moment de peine pour l'ensemble des Ivoiriens avec à leur tête le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. J'ai appris avec tristesse le décès de mon ami et frère Charles Konambani, ancien Premier ministre, ancien président de la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, et ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Je rends hommage à un grand serviteur de l'État, une personnalité politique de premier plan dont la contribution à la réconciliation nationale a été importante. Je présente mes condoléances les plus attristées à son épouse, à ses enfants, à sa famille, ainsi qu'à tous ses proches. Que son âme repose en paix. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'homme qui se vante de n'avoir jamais pleuré n'est pas le plus grand des hommes, mais le plus grand des imbéciles. Eux, les Américains, ont pleuré il y a 20 ans déjà, meurtris dans leur chair par les attentats du 11 septembre 2001. Pour la commémoration de ces 20 ans date des attentats, Joe Biden a enregistré et diffusé une déclaration contrairement à ses prédécesseurs. Il appelle notamment à l'unité nationale. Le président américain a également précisé que cet événement avait dévoilé les forces plus sombres de la nature humaine, la peur et la colère. Joe Biden évoque notamment le ressentiment et la violence contre les musulmans américains, adeptes sincères d'une religion de paix. Et je vous souhaite la paix. À demain 13h, toujours sur la chaîne ivoirienne.